Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Face à la persistance de l'épidémie de Covid-19, au conflit géopolitique incessant, à l'inflation galopante, à la crise énergétique et alimentaire, comment sortir la planète de l'impasse? De quel type de relations internationales le monde a-t-il besoin aujourd'hui? L'ouverture, la coopération et le multilatéralisme sont-ils plus importants que jamais? Quel rôle la Chine peut-elle jouer pour contribuer au redressement économique et à la paix mondiale? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec notre invité, M. Jacques Cheminade, président du parti politique français Solidarité et Progrès. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue dans notre émission. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois s'est tenu au mois d'octobre dernier à Beijing. En tant que président d'un parti politique, quel regard portez-vous sur le Parti communiste chinois et son développement? Alors, 2379 personnes à la réunion du comité central et à la fois un bilan sur le passé et la définition du Parti communiste chinois dans la nouvelle ère. Alors, tout d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est la vision à long terme dont on a besoin et pour la Chine et pour le monde. La vision à long terme, cela veut dire un pays socialiste moderne pour 2049, un pays prospère, beau et harmonieux. Ensuite, ce qui me frappe, c'est le marxisme pour la nouvelle ère, l'interprétation du marxisme avec les caractéristiques chinoises et la promotion du travail. De citer Karl Marx qui disait « Le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts ». C'est une très belle citation et je pense qu'elle correspond à cet esprit du travail humain dans le travail du Parti communiste. Je note aussi, qui est très frappant, c'est la volonté manifestée d'auto-révolution, de la révolution à l'intérieur du parti, de remise en cause pour progresser. Je pense que c'est une question aussi très importante. Et l'élection du nouveau comité central sous la présidence de Xi Jinping, avec ses 96 millions de membres du parti. Enfin, c'est ce qui me frappe par rapport à tout le travail de la Chine et du Parti communiste, c'est la contribution de la Chine à la croissance mondiale. C'est 36%, ça veut dire 36%. Et puis aussi, ce dont on parle moins, l'espérance de vie. L'espérance de vie en Chine vient de dépasser celle des États-Unis. Donc je crois que c'est un fait particulièrement marquant. Et surtout, le produit intérieur brut par tête exprimé en pouvoir d'achat est depuis déjà 3 ans supérieur à celui des États-Unis. Donc, il y a une Chine qui devient une puissance essentielle. Ce qu'avait prévu le général de Gaulle dans son discours de 1969, de janvier 1969, c'est-à-dire reconnu diplomatiquement la République populaire de Chine. Donc voilà, c'est tout un travail dans le temps et pour le futur et avec un bilan du passé. Et c'est cela qui me paraît extrêmement intéressant avec un revenu national pour habitant, c'est l'aspect amour du peuple, qui est passé dans les années 1980 à un peu moins de 200 $ par habitant, aujourd'hui 11 000 $. C'est un progrès énorme et M. Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller de Jacques Chirac, a dit ça a été quelque chose à la récente réunion du forum Chine-France qui s'est tenue à Paris, a dit que c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire. Le concept de la modernisation chinoise a été l'un des points forts de ce 20e congrès du PCC. Comment interprétez-vous ce concept? Il y a pour moi quelque chose qui n'est pas matière d'interprétation, mais qui le représente. C'est la capacité qu'a eu la Chine de réussir du premier coup, la première fois, d'envoyer donc une fusée, un vaisseau spatial vers Mars, d'avoir en même temps l'orbiteur qui a marché, puis le descendeur, ce qui a permis d'arriver sur Mars, et le rover. Les 3 choses ont été réussies en même temps. C'est sans précédent. Personne ne l'avait fait auparavant et ça montre un développement très grand d'équipes à la fois de scientifiques et d'ingénieurs dans le spatial chinois, qui représente la forme la plus avancée du pays, qui ont souvent très jeunes. Moi, j'ai un ami qui a été en Chine et qui me dit on voit des gens de 30-40 ans, c'est comme la NASA aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans. C'est tout un milieu extrêmement optimiste
qui voient l'avenir. Et en même temps, la Chine a arraché à l'extrême pauvreté pratiquement toute sa population. On dit souvent 750 millions, non, c'est 1 milliard d'êtres humains qui ont été arrachés à la pauvreté en réalité. Donc on a de ce point de vue une modernisation qui est à la fois dans l'avantage de tout Chinois, du peuple. Et un ami me disait, quand on voit les 3 dernières générations en Chine, on voit une comparaison entre le grand-père et les petits-enfants qui montre un changement extrême. On dit aussi, c'est la modernisation, en Chine, vous vous asseyez sur un fauteuil et vous fermez les yeux pendant 5 ans. Vous les rouvrez, vous ne reconnaissez pas, parce que ce qui s'est passé, c'est un développement très grand. Alors que dans les pays occidentaux, vous faites la même chose et vous reconnaissez. Donc la Chine, de ce point de vue, est à la tête de l'impulsion de modernisation du monde. Et le 20e congrès du PCC a permis de définir les grandes lignes du développement futur de la Chine. Le secrétaire général Xi Jinping a déclaré que la Chine poursuivrait une ouverture de haut niveau et un développement de qualité. Comment analysez-vous ces propos? C'est à la fois la promotion de la création humaine et qui n'est pas en contradiction avec un développement harmonieux entre l'homme et la nature. Et je crois que c'est quelque chose de très important aussi au niveau international, où l'initiative de développement commun, l'initiative de développement mondial et l'initiative de sécurité mondiale forment une unité avec en même temps dans le monde l'Organisation de la coopération de Shanghai, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et également l'Union économique eurasienne. Donc il y a un rapprochement de tout cela qui constitue une sorte de basculement et d'orientation du monde vers une alliance informelle mais réelle de pays qui veulent assurer le développement de leurs nations respectives. Et je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui et que les pays occidentaux devraient davantage le comprendre et être plus sensibles à cela, parce que c'est l'avenir du monde qui est en jeu pour une coopération sans qu'il y ait d'opposition de bloc à bloc, mais un esprit de coopération mutuelle vers une forme, je dirais, plus avancée et meilleure de civilisation. Les sommets 2022 des dirigeants du G20 et de la PEC avaient pour thème respectif se relever ensemble, se relever plus fort et ouverture, connexion, équilibre. Dans les 2 cas, le redressement économique était l'un des sujets majeurs. Comment décririez-vous la situation économique mondiale actuelle? Alors je dirais que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. On a une menace de guerre, de choc de bloc contre bloc, de chaos économique. Et comme le dit l'économiste et penseur américain Graham Allison, c'est le piège de Thucydide, c'est-à-dire une puissance montante qui serait la Chine, s'opposerait aux États-Unis qui serait la puissance descendante. Je crois que cela n'a pas beaucoup de sens, très peu de sens, parce que la Chine est dans la tradition d'un développement mutuel, d'un développement commun, et ne cherche pas à imposer son système ou son régime à d'autres. Elle ne cherche pas, elle cherche aussi à empêcher que les autres lui imposent quoi que ce soit. Et de ce point de vue, je pense que ce qui me frappe, et je vais le citer, la Chine a pour priorité quelque chose qui est une tradition, je dirais une vision d'une nouvelle civilisation humaine. C'est les mots utilisés par Xi Jinping. Face à cela, vous avez la doctrine militaire américaine aujourd'hui qui vous dit que la Chine est notre priorité et le seul concurrent mondial qui à la fois qui a l'intention et la puissance militaire, diplomatique, économique, qui nous met en danger. Donc je crois que c'est une vision tout à fait fausse des choses, parce que la Chine est une opportunité. Ce n'est pas un rival, c'est une opportunité évidemment pour elle-même, mais pour le monde. Et je pense que là, une politique d'intégration, une stratégie nouvelle dans le monde est absolument nécessaire. Et dans la situation économique actuelle,
on est devant une menace qui est la vraie menace, qui est la désintégration financière du système monétaire et financier occidental. Donc je pense que c'est cela qui pousse à une politique de conflit, parce qu'un système qui se désagrège devient toujours offensif. Je pense que par-delà cela, il y a dans les pays occidentaux une possibilité de, disons, au moins de coexistence pacifique avec la Chine. Donc tout se joue là. Et les entretiens du président Biden avec Xi Jinping, les entretiens de Macron avec Xi Jinping sont porteurs d'espérance, de même que le voyage de Olaf Scholz, le chancelier allemand, en Chine. Et la Chine est membre du G20 depuis plus de 20 ans et de l'APEC depuis plus de 30 ans. Quel regard portez-vous sur le rôle joué par la Chine au sein de ces deux plateformes? Alors la Chine a joué un rôle à la fois de stabilité, comme elle le joue toujours, de stabilité, de sécurité, et en même temps de création avec les pays émergents d'un nouveau type de relation. Et ce nouveau type de relation, c'est quelque chose qui est le système gagnant-gagnant, cette inclusivité, cette connectivité dont parle Xi Jinping et dont a parlé parle Wang Yu, tous les responsables chinois. Et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que le G20 devienne quelque chose qui inspire. Le G20 ne peut pas devenir un organe de décision, ce n'est pas son but, mais il doit inspirer ceux qui décident, et c'est là qu'il doit inspirer un multilatéralisme qui soit pas chacun se battant contre l'autre, mais l'unité dans la diversité. Et c'est cette unité dans la diversité qui est absolument nécessaire et dans laquelle la Chine doit jouer ce rôle moteur vers, je dirais, comme il a été affirmé, un nouveau type de civilisation mondiale nécessaire pour assurer la paix dans le monde, parce qu'il y a urgence. Et dans son discours prononcé lors du sommet du G20, le président chinois Xi Jinping a souligné qu'il fallait promouvoir un développement mondial plus inclusif, plus bénéfique pour tous, plus résilient et que le véritable développement est un développement de tous les pays. Et le commerce mondial, l'économie numérique, la transition verte et la lutte contre la corruption sont des facteurs importants pour promouvoir le développement mondial. Que vous inspirent ces positions du président chinois? Alors, ce sont des positions, mais sont en même temps des faits. La Chine a, par exemple, finance le fameux corridor qu'on appelle CPEC, le CPEC, Chine-Pakistan, le corridor économique. Il y a la liaison ferroviaire avec le Laos. Il y a aussi ce que la Chine fait et que les pays occidentaux n'ont pas été capables de faire. Alors je pense au chemin de fer en Afrique. Je pense au chemin de fer entre Mombasa et Nairobi. Le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba. Il y a là un rôle de la Chine qui fait les choses. Alors on la critique dans les pays occidentaux en disant que c'est la Chine qui domine ces pays. C'est pas vrai. On dit que la Chine est un pays qui endette ses pays et qu'on joue avec la question de la dette. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez le Sri Lanka, où on a dit que la Chine s'était emparée du port d'Ambututo, etc., on voit tout ça. Eh bien, ce n'est pas vrai. La dette du Sri Lanka vis-à-vis de la Chine, c'est 10%, et vis-à-vis des marchés financiers, c'est 47%. Donc, ce n'est pas la Chine. Ce qui a provoqué une crise au Sri Lanka, c'est une transition écologique faite beaucoup trop vite, et en même temps, la Covid et la fin des revenus du tourisme, et là, il y a eu une crise au Sri Lanka. Alors qu'on n'accuse pas la Chine de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Ce que fait la Chine, elle amène des éléments de développement. Alors, ces éléments de développement, les pays occidentaux devraient y répondre avec eux aussi des éléments de développement, ce qui créerait les conditions d'un futur pour tous. Je pense aussi à un projet qui me semblait extrêmement important, c'est le canal de Kra, qui devrait permettre de donner une respiration au détroit de Malacca, où passe une grande partie du commerce mondial. Donc il y a ces projets que la Chine prévoit ou a entrepris, qui donnent au monde un sens très concret
Donc, pour répondre à votre question, il faut répondre par des faits réels qui nous ramènent hors de l'idéologie qui est souvent trop souvent pratiquée. Une des choses qui ont été dites à ce colloque Chine-France, c'est qu'il est essentiel que les Français comprennent mieux la Chine. Je crois qu'aujourd'hui, les Chinois comprennent mieux la France que les Français ne comprennent la Chine. Et que certains sinologues français se livrent à des attaques dues plus à leur connaissance du passé qu'à leur vision de l'avenir. Donc je pense que là, il y a tout un domaine de connaissances mutuelles, et j'étais hier soir au Centre culturel chinois de Paris, où il y avait un dialogue entre la musique classique européenne et la musique classique chinoise. Et je pense que c'est dans ce dialogue qui doit permettre de créer à plusieurs voix le système du futur avec une composition qui sera un système meilleur, harmonieux et qui met le sens aussi sur le beau. Je suis très frappé dans les genres culturels franco-chinois, le côté que peut jouer la culture des deux côtés et la capacité réciproque de nous connaître dans la langue aussi. Et je pense que de ce point de vue, je veux faire une critique aux États-Unis, si vous me le permettez, il y a eu la fermeture de certains instituts Confucius, cela ne doit pas être. Les instituts Confucius, quels que soient leurs problèmes parfois, sont un pont absolument nécessaire entre la Chine et les pays occidentaux, mais aussi, et on l'oublie, l'Afrique qui sera le continent du futur. Et tout à l'heure, vous avez mentionné les rencontres entre le président chinois et le président américain et le président français durant le sommet du G20. En ce qui concerne les relations sino-américaines, il s'agissait en fait de la première rencontre en face entre les deux dirigeants depuis l'entrée de Biden à la Maison-Blanche. Quel regard portez-vous sur le développement des relations sino-américaines ? Alors, j'ai constaté une chose, ou peut-être deux choses très intéressantes. Le président Biden avait dit, avant d'aller euh, à Bali, il avait dit qu'il fallait tracer les lignes rouges entre la Chine et les États-Unis pour bien se connaître et se comprendre. Et puis, qu'il fallait définir les domaines dans lesquels il n'y a pas d'opposition et de coopérer. Alors, ce n'est pas assez, bien sûr. Et la vision des nouvelles routes de la soie va une coopération vers ce qui est positif. Là où on ne s'opposera pas, c'est déjà très important. C'est très différent de l'esprit de Nancy Pelosi lorsqu'elle s'est rendue à Taïwan de façon provocatrice. Donc, j'ai trouvé ça, cet élément important. L'autre élément qui m'a semblé très intéressant, c'est que le Xi Jinping a rencontré non seulement M. Biden, mais il a rencontré Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, Macky Sall, le Sénégalais, Alberto Fernandez, l'Argentin, le président argentin, et aussi le président d'Australie, ce qui est très important, le Premier ministre d'Australie, Arthur Albanese. Donc c'est très important qu'il y ait eu toutes ces rencontres. Mais une rencontre qui n'a pas eu lieu, et je crois que c'est significatif. Vous me permettrez de le souligner. À ma connaissance, la rencontre avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, n'a pas eu lieu. Donc, je pense que c'était ça aurait été une première après 5 ans, si la rencontre a eu lieu, n'a pas eu lieu. Donc, je crois qu'en Chine, on a une certaine, compte tenu de l'expérience des guerres de l'opium, toute cette expérience passée, on a une certaine vision du danger que peut constituer la politique de la City de Londres et une politique, disons, d'oligarchie financière anglo-américaine. Et je pense qu'il est significatif de ce point de vue que la rencontre entre Rishi Sunak et Xi Jinping ait été annulée. Alors, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, a constaté qu'avec Biden, il y avait des possibilités et qu'il y avait que c'était une bonne chose que cette rencontre ait lieu. C'est déjà très important qu'elle ait eu lieu. Donc les choses sont un peu stabilisées. Ceci dit, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin et faire une politique de développement mutuel qui soit, comme le gouvernement chinois l'a dit pour les nouvelles routes de la soie, vraiment gagnant-gagnant, inclusive et en même temps établissant une connectivité. Donc moi, j'appelle cela que tout ce qui est sous le ciel doit pouvoir s'unir.
c'est la conception de Tianxia chinoise, et que c'est très important à l'échelle du monde. Donc là, il y a une rencontre entre l'histoire profonde de la Chine, 5000 ans et plus d'histoire, et toute l'histoire du monde aujourd'hui. Et que de ce point de vue, euh, le socialisme aux caractéristiques chinoises doit rencontrer d'autres visions du monde et s'enrichir les unes les autres. Et je pense que là est notre avenir pour la paix par le développement mutuel, et pas aujourd'hui cette prolifération très dangereuse d'idéologie et d'arrière-pensée de domination. Et en ce qui concerne les relations sino-françaises, en plus des échanges culturels que vous avez cités tout à l'heure, d'après vous, dans quel domaine les deux pays peuvent-ils renforcer leur coopération? Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe en France aujourd'hui, face à une France, disons, désunie à l'intérieur. Le président Macron s'intéresse aux affaires internationales. Et il est même dit, aujourd'hui, dans le journal français Le Canard enchaîné, que le président Macron viserait le prix Nobel de la paix, ce qui est une bonne nouvelle s'il agit vraiment en fonction de la paix. Et il aurait dit, la diplomatie, c'est de parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et d'essayer de réduire ces écarts et de faire œuvre utile. Bon, je crois qu'il faut aller plus loin. Et qu'aller plus loin, ça veut dire que la France mesure mieux le rôle de la Chine sur la scène internationale. C'est ce que ont dit les orateurs à ce forum franco-chinois de ce mardi 15. La France doit reconnaître plus clairement que la Chine est une opportunité et pas un rival. C'est très important de rétablir les relations internationales de ce point de vue et de connaître la vraie Chine. Et c'est là que tout effort culturel, tout effort d'éducation est absolument indispensable pour que des rapports de cette nature puissent s'établir et qu'on soit conforme à ce que le président Macron avait dit lors de son discours à Xi'an, où il avait dit que, et je vais le citer parce que c'est très important de revenir sur ce qu'il avait dit, les nouvelles routes de la soie réactivent un imaginaire de civilisation, un imaginaire à partager, et qu'il fallait un partenariat stratégique et une coopération. Alors, il avait même dit, ce qui me paraît très important, et qui des faits n'ont pas suivi à cause de ce qui s'est passé dans le monde depuis 2018, depuis que le président Macron était en Chine, j'appelle de mes voeux à l'engagement de la Chine en Afrique. C'est très important. Je pense que le président Macron prévoit un nouveau voyage en Chine. Cela a été dit à peu près clairement. Donc je pense que c'est extrêmement important d'établir ces relations et qui s'établissent par des rapports entre Xi Jinping et Macron, s'établissent un rapport d'homme à homme et qui permettent d'aller dans ce sens. Il y a déjà beaucoup qui est fait entre la Chine et la France. Nous avons 2 satellites communs d'observation scientifique. L'un, c'est va très loin, c'est le sursaut de rayons gamma dans l'espace. Nous avons l'aéronautique avec la chaîne de montage d'Airbus à Tianjin. Nous avons toute la coopération dans le domaine du nucléaire qui doit être développée. Et ceux qui ont développé le nucléaire en Chine savent que les équipes françaises et les équipes chinoises ont coopéré et se sont même intégrées au moment de ce développement. Depuis la Covid et depuis en particulier 2015-2016, les choses se passent un peu moins bien. Je pense que maintenant, elles doivent passer beaucoup mieux et qu'un effort doit faire pour que cette coopération franco-chinoise dans ces domaines de pointe de technologies les plus avancées s'établisse. Alors je pense à la fission nucléaire de la 4e génération et à la fusion thermonucléaire contrôlée, où il y a un rapport avec ITER pour la fusion par confinement magnétique. Je pense que la fusion par laser aussi doit se développer. Donc il y a tout un domaine très avancé et en même temps un domaine que le président Xi Jinping a souligné, c'est l'alimentaire, une priorité pour le monde, et aussi l'énergie. Et de ce point de vue, la vision écologique dans le domaine de l'énergie de la Chine est beaucoup plus avancée qu'on le dit, et la Chine a fait un effort considérable dans ce sens. J'ai vu récemment au Centre culturel chinois un film
sur l'écologie en Chine et on montre ses efforts. Mais c'est une écologie qui n'est pas opposée à la production. C'est une écologie qui s'inscrit dans un développement harmonieux, durable et juste de la production. Et c'est là que c'est très intéressant avec cette conception de l'harmonie entre l'homme et la nature, qui est la caractéristique dans l'histoire chinoise, je dirais de Confucius et de Mencius en particulier. Cette caractéristique-là doit être beaucoup plus un thème d'orientation dans le monde. Et je dois dire que quelque chose qui n'est peu connu, c'est que les entretiens de Confucius ont été traduits en France au XVIIIe siècle et ont inspiré beaucoup de principes de façon pas forcément visible, mais sous-jacente, beaucoup de principes de la réflexion politique et économique en France. Vous êtes président du parti politique français Solidarité et Progrès. Comment envisagez-vous la coopération entre les deux partis, le Parti communiste chinois et le parti Solidarité et Progrès? La coopération entre le Parti communiste chinois et Solidarité et Progrès est déjà établie. Nous allons participer au dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois et les partis politiques mondiaux le 5 décembre. Donc c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il faut approfondir dans tous les domaines. Et je pense que les relations qu'on doit nouer avec le Centre culturel chinois à Paris seront de ce point de vue très importantes. Je pense que cette coopération doit être dans les domaines les plus avancés de la science et que c'est très intéressant de ce point de vue qu'il y a un changement dans les pays occidentaux. Il y a un rapport, disons, qui doit devenir fraternel. Et j'utilisais le mot fraternel parce que dans la Constitution française, il est inscrit liberté, égalité, fraternité. Et cette fraternité, c'est ce qui doit permettre de créer que la liberté et l'égalité coïncident et arriver dans le monde à ce qu'il y ait cet accord profond entre ce qui a déterminé tout le meilleur de l'histoire chinoise, tout le meilleur de l'histoire française et tout le meilleur de l'histoire de tous les peuples. Et c'est là notre avenir. Et c'est la condition même pour réaliser la paix dans le monde aujourd'hui. Et la paix doit être réalisée contre ces milieux occidentaux qui voient les choses entre, disons, dans la vision géopolitique. Dans la vision géopolitique, ils voient un gagnant qui essaye de prendre la plus grande partie de la mise pour lui et des perdants. Et de ce point de vue, c'est non. Il faut un système gagnant-gagnant, économique et de développement économique mutuel. Et c'est là l'avenir. C'est pour ça que nous nous battons pour un nouveau Bretton Woods qui est dans la logique dans les pays occidentaux de ce que Roosevelt avait voulu faire mais qu'on a trahi après sa mort en 1945, et ce que le général de Gaulle voulait faire et qu'il appelait la détente, l'entente et la coopération. Et là, il y a coïncidence avec tout ce que j'ai pu voir dans l'intervention de Xi Jinping au comité central. Donc c'est très important que cette coïncidence soit réalisée et soit réalisée dans des projets concrets, comme je viens de le dire précédemment. Il y a une chose extrêmement importante à considérer aujourd'hui, c'est la conférence des non-alignés de Bandung de 1955. Et je pense qu'aujourd'hui, faire revivre ces 5 principes de Bandung, les 5 principes de la coexistence pacifique, et à Bandung, il y avait 10 principes, c'est à faire revivre, et c'était l'esprit de Zhou Enlai, c'était l'esprit de Nasser, c'était l'esprit de Sukarno en Indonésie, c'était l'esprit aussi, on l'oublie, de Kwame Nkrumah. Donc, tous ces hommes-là sont pour nous, représentent aujourd'hui ce qu'il faut faire revivre pour arriver à réaliser ce qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens de pouvoir réaliser en leur temps. Je vous remercie, Monsieur Jacques Cheminade, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.